Si l'œuvre d'art peut être pensée dans son inutilité de principe comme une manière d'accéder au réel, il apparaît qu'elle entretient avec l'expérience du sujet une relation intime, on vient de le dire. Faire œuvre, c'est ainsi se détacher de l'action et de son utilité, pour présenter au monde une sensibilité, une manière de le percevoir. Au cœur de cette recherche, il y a l'artiste, qui, ainsi que le pense Bergson, sont ceux qui sont capables de saisir les sentiments, de percevoir les êtres et les choses au-delà de l'utilité matérielle, au-delà même de ce que le langage commun peut saisir. L'artiste serait donc une figure atypique, détachée d'une expérience commune du monde, et qui pourrait, par ses œuvres, faire part de sa manière de voir les choses. Non pas au sens où il voudrait juste communiquer un message, et là on pourrait détacher l'art de la notion de langage, l'art n'est peut-être pas un langage à cause de ça, mais au sens où il dévoilerait aux autres une certaine partie du monde, dénuée d'intérêt pratique, évacuée des contingences matérielles, mais peut-être essentielle en soi. L'œuvre apparaît ainsi comme un médium propre à faire partager une expérience particulière de la réalité. La révélation intérieure peut être séparée de la réalisation de l'œuvre. Toutefois, on peut oublier cette séparation et dire que l'artiste, comme créateur, n'est pas au cœur de la révélation apportée par l'œuvre, mais n'est qu'un élément déclencheur. Hegel considère ainsi que l'œuvre d'art en elle-même appréhende une vérité nue. Il voit dans une belle œuvre d'art la réalisation de l'accord parfait entre la chose et le concept. Donc, chez lui, le premier exercice d'une vérité qui se donnerait à voir. Or, une telle manière de voir les choses nous permet d'infléchir notre définition de l'œuvre d'art. Il ne s'agit plus seulement ici de savoir ce qu'est une œuvre d'art, mais de comprendre quand un objet fonctionne comme une œuvre d'art, ainsi que l'écrit Nelson Goodman. Je crois que Nelson Goodman peut être une référence particulièrement intéressante parce que il permet d'échapper à cette espèce de dispute philosophique sans fin sur la nature de l'art, sur ce qu'est l'œuvre d'art. Pour Nelson Goodman, la bonne question c'est bien quand est-ce que l'œuvre d'art fonctionne comme une œuvre d'art. Or, ce que l'on peut dire alors, c'est que ce qui compte, ce n'est pas l'œuvre en elle-même, ni l'artiste qui en est à l'origine, mais le type d'attention dirigée sur elle. Nelson Goodman écrit ceci. Un objet peut être une œuvre d'art en certains moments et non en d'autres. À vrai dire, un objet devient précisément une œuvre d'art parce que, et pendant qu'il fonctionne d'une certaine façon comme un symbole. Tant qu'elle est sur une route, la pierre n'est d'habitude pas une œuvre d'art, mais elle peut en devenir une quand elle est donnée à voir dans un musée d'art. Sur la route, elle n'accomplit en général aucune fonction symbolique. Au musée, elle exemplifie certaines de ses propriétés, par exemple les propriétés de forme, couleur, texture. Le creusement et le remplissage d'un trou fonctionnent comme une œuvre dans la mesure où notre attention est dirigée vers lui en tant que symbole exemplifiant. D'un autre côté, un tableau de Rembrandt cesserait de fonctionner comme une œuvre d'art si l'on s'en servait pour boucher une vitre cassée ou pour s'abriter. Ce texte est tiré d'un livre important de Nelson Goodman qui s'appelle « Manière de faire des mondes ». Donc, ce qui est important pour Nelson Goodman, c'est que l'œuvre d'art ne doit pas être définie à partir d'une essence. Ce qui fait l'œuvre d'art, c'est plutôt un mode d'appréciation de l'objet. Alors, pourquoi est-ce qu'il accepte, pourquoi est-ce qu'il prend cet angle d'attaque pour réfléchir sur l'art? Alors on peut lire un autre extrait de Manière de faire des mondes qui l'explique. La littérature esthétique, écrit-il, est encombrée de tentatives désespérées pour répondre à la question « qu'est-ce que l'art ?» Cette question, souvent confondue sans espoir avec la question de l'évaluation en art, « qu'est-ce que l'art de qualité ?» s'aiguise dans le cas de l'art trouvé, la pierre ramassée sur la route et exposée au musée. Elle s'aggrave encore avec la promotion de l'art dit environnemental et conceptuel. Le pare-choc d'une automobile accidentée dans une galerie d'art est-il une œuvre d'art ?
Que dire de quelque chose qui ne serait pas même un objet et ne serait pas montré dans une galerie ou un musée? Par exemple, le creusement et le remplissage d'un trou dans Central Park, comme le prescrit Oldenburg. Si ce sont des œuvres d'art, alors toutes les pierres des routes, tous les objets et événements sont-ils des œuvres d'art? Sinon, qu'est-ce qui distingue ce qui est une œuvre d'art et ce qui n'en est pas une? Qu'un artiste l'appelle œuvre d'art, que ce soit exposé dans un musée ou une galerie, aucune de ces réponses n'emporte la conviction. Je le remarquais au commencement de ce chapitre, une partie de l'embarras provient de ce qu'on pose une fausse question. On n'arrive pas à reconnaître qu'une chose puisse fonctionner comme une œuvre d'art en certains moments et non en d'autres. Pour les cas cruciaux, la véritable question n'est pas quels objets sont de façon permanente des œuvres d'art, mais quand un objet fonctionne-t-il comme œuvre d'art? Ou plus brièvement, comme dans mon titre, quand y a-t-il de l'art? Ma réponse, exactement de la même façon qu'un objet peut être un symbole, par exemple un échantillon, à certains moments et dans certaines circonstances. De même, un objet peut être une œuvre d'art en certains moments et non en d'autres. À vrai dire, un objet devient précisément une œuvre d'art parce que, et pendant qu'il fonctionne d'une certaine façon, comme un symbole. Donc la théorie de Nelson Goodman, c'est que finalement on se trompe lorsqu'on veut réfléchir à qu'est-ce que l'art. Cette question-là est une question sans réponse. C'est une question sans réponse parce que l'essence de l'art nous échappe. Elle nous échappe parce qu'on croit que l'art est dans la chose. Mais l'art est bien dans le rapport que l'on entretient avec elle. Il y a une pièce très importante et très belle que vous pouvez regarder en ligne qui s'appelle Art et qui a été faite par Yasmina Reza. Et dans cette pièce, Yasmina Reza décrit un trio d'amis qui se disputent au sujet du statut d'une toile blanche qu'ils n'envisagent pas de la même manière. Certains considèrent qu'il s'agit d'art et d'autres non. Il y a ici l'exemplification de ce que Nelson Goodman essaye de révéler. Ce qui est en jeu dans l'art, c'est moins une essentialité de l'objet qu'une attitude, qu'une attention, qu'un certain regard. Les trois amis se disputent et ne sont pas d'accord. Ils ne savent pas vraiment, en fait, comment définir l'art. Ils n'ont pas un commun accord sur ce qu'est l'art. Eh bien, Nelson Goodman pourrait résoudre leur dispute d'une manière très simple. Il dirait, peut-être que pour l'un, cet objet fonctionne comme une œuvre d'art, et pour l'autre, non. L'art n'est pas dans l'objet, encore une fois, mais dans la relation. Ça nous renvoie à l'expérience que je vous ai décrite au tout début de ce cours, avec le silence qui suivait la musique dans un concert. Et ça suit aussi assez les expériences de John Cage, où c'est très exactement ce qui est en jeu, et ce qui est au cœur du problème. Pour John Cage, la musique ne se situe pas dans l'essence de certains sons, qui seraient essentiellement musicaux, ou l'essence de certains accords, de certaines suites d'accords. Ce qui fait la musique, c'est un mode d'attention. Pour John Cage, si on pousse un peu le curseur, n'importe quel bruit, n'importe quel son, n'importe quel silence même, peut être musical. Ce qui fait que la musique, ou plutôt que le bruit ou que le son, on l'entend comme une musique quand on va à un concert, c'est qu'on s'attend à écouter de la musique. Et donc, les sons qui apparaissent nous semblent être musicaux. Une fois ceci posé, ce qui apparaît, c'est que l'humain crée moins des œuvres qu'il porte sur certains objets un regard qui fait œuvre. Autrement dit, l'art n'apparaît plus comme une extériorité, au sens où l'on pourrait dire « là, il y a de l'art », mais bien comme une intériorité où mon regard, pour certaines raisons, échapperait à certaines conditions communes d'appréciation des choses. L'être humain ferait des œuvres d'art au moment où sa sensibilité serait portée à en voir. C'est pour ça que vous pouvez passer votre vie entière à regarder quelque chose comme un simple décor sans vraiment porter votre attention dessus, et puis un jour, ce mobilier par exemple, ou cette tache au mur, va vous apparaître sous un jour nouveau. Et peut-être que vous allez éprouver face à cet objet un nouveau rapport, quelque chose de proprement esthétique. Kant pense que le génie est l'artiste capable de convoquer cette sensibilité.
Il dira que le génie sait exprimer et rendre universellement communicable ce qu'il y a d'indicible dans l'état d'esprit associé à une certaine représentation. Ainsi, l'artiste serait celui capable de communiquer ce qui est indicible, de fournir à la sensibilité des spectateurs des objets qui leur permettent d'échapper à un usage pratique de leur sensibilité. Ainsi, nous pourrions finalement faire l'hypothèse que l'œuvre d'art, au-delà de toutes ces définitions, est d'abord la tentative d'une communicabilité des sentiments, d'un échange des sensibilités. Faire œuvre, ça serait aussi faire homme, faire humain, au sens où l'être humain serait le produit d'une culture. Et qu'est-ce que la culture ? C'est d'abord l'acte par lequel l'être humain se constitue un monde, le cultive, le vénère, le nourrit. L'art, donné à penser comme une certaine manière d'appréhender le monde, définit au final un rapport d'outre nature avec lui. Dans le rapport artistique et esthétique, on dépasse la naturalité, on voit les choses sous un œil nouveau, symbolique, culturel. Ainsi, l'expérience esthétique pourrait se penser comme une expérience fondamentalement relationnelle, une expérience de la relation, au sens où elle définit fondamentalement une attitude, un rapport au monde, et ce qui est au centre de l'expérience elle-même, c'est bien cette attitude. Au cœur de la définition de l'art, nous pourrions peut-être considérer ces dispositifs pensés pour rendre possible les conditions d'un regard, les conditions d'une attitude que le sujet n'a pas spontanément dans son quotidien. De ce point de vue, la mise en musée de l'œuvre est un mode possible de production de conditions de l'expérience esthétique. Le musée n'est plus pensé comme la réunion après coup, a posteriori, d'œuvres déjà constituées, mais le mode par lequel une œuvre se fait œuvre. Qu'est-ce que je veux dire par là, pour clarifier un peu les choses ? On croit parfois que ce qu'on va voir au musée, ce sont des œuvres d'art qu'il était déjà avant d'être au musée. Mais en fait, on pourrait très bien considérer que si ce sont des œuvres d'art, c'est parce qu'elles sont au musée. C'est parce qu'elles sont dans un musée qu'on les regarde comme telles. Peut-être qu'un artiste, c'est ni plus ni moins quelqu'un qui a trouvé des moyens, ou qui cherche des moyens, de provoquer des expériences à l'intérieur desquelles des sujets sensibles, vous et moi, sont capables d'un coup de percevoir le monde sous un jour différent et nouveau. Et ce jour nouveau et différent, c'est ça qu'on appelle l'expérience esthétique. Si vous êtes capable d'écouter un silence dans un concert comme quelque chose de remarquablement beau, alors que vous n'êtes pas capable de le faire lorsque vous vous baladez dans la nature, par exemple, c'est peut-être parce que vous êtes précisément au sein d'un dispositif qui vous pousse à écouter le silence autrement. Si Valéry considère l'invention moderne du musée comme une étrangeté, on peut peut-être penser le musée comme l'un de ces lieux particuliers où est possible l'émergence d'un regard qui n'est pas le regard commun. En institutionnalisant le regard, le musée semble être un lieu où est possible l'expérience esthétique. Et de la même manière, la salle de concert. Lorsque vous êtes dans une salle de concert, le silence prend une autre valeur. Et lorsque vous êtes au théâtre, certaines paroles, certains mots, certains discours très communs prennent une densité spéciale. Il est de ce point de vue peut-être possible de saisir ce que peut produire l'art conceptuel. L'art conceptuel, c'est un mouvement de l'art contemporain qui ne cherche même plus à produire des objets, mais à penser des définitions de l'art. L'art n'est alors qu'une proposition langagière, et s'il existe parfois des supports matériels pour cette proposition, ils ne sont que des reliquats ou des indices de ce qui compte véritablement, qui est l'idée qu'ils engagent. Finalement, l'idée se suffirait à elle-même pour provoquer des expériences. Alors l'art conceptuel, c'est souvent quelque chose que l'on refuse lorsqu'on ne connaît pas trop l'art contemporain. On peut très bien refuser l'art conceptuel, même après un cours comme celui que je suis en train de faire, mais il faut comprendre la démarche, il faut comprendre ce que ça veut dire. Le principe de l'art conceptuel, c'est pas juste de faire du bullshit, des espèces de bêtises qui n'ont pas vraiment d'intérêt. L'idée de l'art conceptuel est plus profonde. L'idée, c'est que pour les artistes conceptuels, l'objet est le support d'autre chose, qui n'est pas dans l'objet. L'objet est le véhicule d'une idée. Et donc, fondamentalement, l'idée suffit. Alors, je pourrais vous parler de plein d'œuvres d'art conceptuelles qui pourraient être intéressantes, mais je vais reparler de John Cage, parce que c'est mon chouchou et que je l'aime beaucoup. Il y a une œuvre d'art conceptuelle de John Cage qui est extrêmement intéressante pour réfléchir à cette idée de rapport au monde. Il est tout à fait possible que ça soit insuffisant comme proposition. Je vous dis pas que ça marche.
mais ça dit quelque chose. En 1950, John Cage compose, entre grandes guillemets, un morceau qu'il appelle 000. Alors qu'est-ce que c'est ? Bien, c'est une œuvre musicale en quelque sorte, même si le terme peut être un peu abusif ici. Et John Cage dit, en fait, il fait une partition, je crois, et la partition, les annotations qu'on peut y lire sont le morceau commence quand on veut, se termine quand on veut, et est constitué de ce qu'on veut. Bon, il y a un premier regard qui est de dire c'est n'importe quoi, ça n'a pas de sens, c'est facile en quelque sorte. Mais si vous essayez de l'entendre à partir de ce que je viens de dire sur l'œuvre d'art, ce que veut faire, ou ce que veut dire John Cage, c'est que finalement, ce morceau de musique, vous pouvez commencer à le jouer n'importe quand. Vous vous imaginez dans le métro, en train de revenir chez vous, et puis vous pensez à John Cage et à son morceau 000. Et vous vous dites, pour vous amuser d'abord, tiens, si je décidais que c'est maintenant que ça commence. Et donc, évidemment, on pourrait dire que ça ne provoque rien. Mais si vous jouez vraiment le jeu, ce que ça veut dire pour John Cage, c'est que tant que vous n'aurez pas décidé que le morceau se termine, tout ce que vous allez entendre à l'intérieur de la rame du métro, ça sera de la musique. Et donc peut-être que vous allez vous mettre à écouter ce qu'il y a autour de vous autrement. Vous avez peut-être déjà vécu ce genre d'expérience. Parfois vous écoutez de la musique avec vos écouteurs dans la rue, puis je ne sais pas, vous passez à côté de travaux qui sont en train d'être réalisés sur une façade ou sur la voirie, et il y a un marteau-piqueur, par exemple, et le marteau-piqueur, d'une manière très bizarre, s'intègre à votre morceau. Ou alors, vous passez à côté d'une conversation dans un café, pendant que vous êtes en train d'écouter un morceau de musique. Et pareil, le chevauchement est parfait. Et dans ce cas-là, la conversation dans ce café, ou le marteau-piqueur, ce ne sont plus seulement des marteaux-piqueurs ou des conversations dans un café, ça devient de la musique. Donc l'art, peut-être, apparaît comme un dispositif qui interroge notre sensibilité, qui pose sur elle une question réelle, par la médiation d'un objet ou d'une idée. L'expérience relationnelle est ainsi une expérience de soi profondément, et de sa propre subjectivité. Finalement, l'art nous demande qu'est-ce que tu sens et comment tu sens. Le rapport intime que j'entretiens avec l'œuvre vient de ce que l'œuvre m'interroge sur ma manière de sentir.